Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors aujourd'hui il faut bien admettre qu'il y a un certain nombre d'actualités qui pourraient éventuellement me servir à faire une vidéo sur une thématique bien précise, mais je pense que la vidéo que je vais faire maintenant concerne des choses de façon un petit peu plus globale et touche déjà quelque chose que j'avais déjà abordé sur une précédente vidéo. Pour bien comprendre, d'abord il faut que vous assimiliez quelque chose qui est très important. Il n'y a pas de vérité absolue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité, elle dépend toujours de la perception que l'on a selon, ce que nous possédons en matière de culture et d'éducation, 2, très souvent aussi influencé par l'environnement dans lequel on a évolué, c'est-à-dire l'environnement social. Il est évident que nous n'avons pas les mêmes perceptions des choses selon si l'on naît dans la richesse et je dirais la satisfaction de pouvoir acquérir ce que l'on veut, que quand on vit dans des milieux plus modestes, voire des milieux plutôt défavorisés. Si on rajoute évidemment un certain nombre de paramètres, lorsqu'on met une certaine fierté de ce à quoi on appartient en matière de communauté, en matière de religion aussi, donc forcément la façon de capter, la façon de percevoir les choses qui nous entourent ou dont on voit très souvent les médias rendre compte, ou ce que l'on peut même lire dans des commentaires ou dans des tweets de certaines personnes, eh bien on a une approche totalement différente. Le seul problème, c'est que l'approche que l'on a, dépendant donc de ces différents éléments, il faut aussi qu'à un moment donné, on soit dans le réel. Dans le réel, ça veut dire dans la société dans laquelle on vit, dans le pays dans lequel on vit, avec sa culture, son histoire, à tort ou à raison, avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand on arrive à assimiler un ensemble de choses, c'est-à-dire sans abandonner là d'où l'on vient, sans abandonner la culture, sans abandonner l'histoire familiale, qu'il soit du pays même ou issu de l'immigration, il y a un moment donné où on est obligé d'admettre un fait établi, c'est que lorsqu'on vit dans un pays, que ce soit le sien ou un pays étranger, eh bien il y a un moment donné, il faut savoir percevoir et accepter les codes de ce pays. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo où selon les pays où on va, certains vous diront « oui, mais on n'a pas le choix parce que dans ce pays-là, il y a plus de chances, il y a plus de liberté, il y a plus de possibilités de pouvoir retrouver du travail, etc. » Mais lorsqu'on vient dans ces pays-là pour y trouver un intérêt social, intérêt de liberté, un intérêt pécunier, ça demande aussi de faire de la concession. La concession, évidemment, que des codes, des éléments culturels, des politiques, des conditions sociales ne nous plaisent pas, ne conviennent pas à ce que nous percevons, de ce que nous comprenons du monde dans lequel l'on vit. C'est un choix. Sauf qu'aujourd'hui, on récolte des générations d'individus qui croient que ce qu'ils possèdent, que ce dont ils croient fermement, est une vérité absolue, et que tout ce qui va contraire à cette vérité absolue qu'ils détiennent est forcément mauvais. Et on en vient aujourd'hui à ces fameux réseaux sociaux, ces réseaux sociaux qui aujourd'hui sont remis en question suite à l'affaire Griveaux, qu'est-ce qu'il faut faire pour assainir les réseaux sociaux, assainir l'Internet, pour qu'ils pensent comme on souhaite qu'ils pensent. Évidemment, là, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a peut-être une volonté derrière d'essayer de contrôler les esprits et d'essayer d'imposer la pensée unique. Sauf que cette pensée unique, elle ne fonctionnera jamais, parce que cette pensée unique, elle est construite autour de certains dogmes issus de certaines communautés, de certaines minorités, et que, au sein même de la société française, il y a des ambiguïtés. C'est-à-dire que dans une communauté, vous avez des individus qui détestent une certaine catégorie de minorités. L'exemple le plus flagrant,
sur lequel à chaque fois on essaie un petit peu d'apaiser les choses, etc., c'est évidemment la communauté arabo-musulmane, essentiellement issue du Maghreb, parce qu'en France, il n'y a pas énormément de musulmans issus du Moyen-Orient, que ce soit Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Unis, ou même Syrie, Iran, Irak, ce sont généralement des populations qui préfèrent plutôt les pays anglo-saxons, parce que, évidemment, il y a aussi la langue, hein, il est plus facile dans ces pays qui apprennent plus facilement l'anglais d'aller dans des pays anglophones que d'aller dans un pays francophone, ce qui n'est pas le cas des pays du Maghreb, puisque les pays du Maghreb, que ce soit la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et les pays noirs africains, sont des pays qui ont une histoire coloniale, une histoire liée intrinsèquement à l'histoire de France, et la francophonie y est défendue. Donc ce sont des pays où la francophonie est pratiquée, où donc le français est enseigné, et donc c'est plus facile pour ces populations d'aller vivre en France que d'aller dans des pays anglophones ou germanophones. Enfin, voilà, c'est une réalité. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, c'est simplement une explication pour laquelle en France, on a une communauté musulmane beaucoup plus axée d'origine nord-africaine que d'origine du Moyen-Orient. Et on sait très bien que dans cette communauté, ceux qui sont vraiment dans les préceptes du Coran, dans les préceptes de l'islam, il est évident que pour ces gens-là, la femme, la libéralisation de la femme, la libération sexuelle de la femme, la condition d'égalité de la femme dans l'esprit, dans la culture occidentale, ne convient pas à leur culture. Encore plus en ce qui concerne les homosexuels, tout ce qui est gay et lesbien. Ça, dans le Coran, c'est proscrit, comme d'ailleurs ça l'est aussi plus ou moins dans la Bible. La seule différence, c'est que l'Église catholique s'est réformée à plusieurs reprises, donc elle est plus tolérante. Ça ne veut pas dire qu'elle l'accepte, mais elle fait preuve de beaucoup plus de tolérance par rapport aux LGBT, ce qui n'est pas le cas dans la communauté musulmane, puisque à partir du moment où, quand vous êtes respectueux d'une religion, donc respectueux de son texte sacré qui est le Coran, eh ben, vous ne pouvez pas accepter l'homosexualité. Et c'est là que ça rentre un petit peu en conflit. C'est un exemple, il y en a d'autres. On ne va pas parler évidemment du conflit arabo-israélite qui est assez séculaire et encore plus accentué à cause de la Palestine. Donc c'est un des petits exemples, parmi tant d'exemples, qui font qu'aujourd'hui, quand on a le recul suffisant et la culture suffisante pour comprendre comment le monde fonctionne et comment la société fonctionne, et plus particulièrement la société française, eh bien on se dit qu'on est vraiment dans la merde. Parce que on essaie de nous faire croire, ou on essaie de simplifier la réflexion, on essaie de simplifier l'argumentaire, on essaie de simplifier l'opinion, de telle manière à vous donner un canal de réflexion très restreint, et vous empêcher à un moment donné de vous dire « Ah oui, mais il y a des exceptions, oui, mais il y a des cas de figure, il y a des cas d'école, il y a, comme on dirait en justice, il y a de jurisprudence dans certains faits. » Et qu'à un moment donné, on se dit « Mais ça fausse complètement tout. » Et que cette idéologie qu'on essaie de nous vendre, où il ne faut pas être raciste, il ne faut pas être antisémite, il faut accepter tout, il y a un moment donné, au fil des années, on se rend compte de quoi? C'est que ça a généré de l'injustice. L'affaire récente de Jean Messia, qui est, je le rappelle, un élu Rassemblement National, qui est de nationalité française, mais qui a des origines égyptiennes, a fait l'objet d'un très mauvais jeu de mots de la part de M. Sopo de SOS Racisme, qui confirmait ce que disait, je ne sais plus comment s'appelle son nom, mais c'est une personne aussi qui est un comique, qui a été un temps, je crois, conseiller à l'Élysée, et qui s'est amusé à faire ce jeu de mots concernant le chameau. Quand on voit les échanges, etc., on se dit, mais finalement, on en est arrivé à cette société où être blanc, finalement, c'est peut-être plus très très bon pour nous. C'est-à-dire que pour un fait, et d'ailleurs, on en a un récent qui est très clair et très symbolique aujourd'hui de ce problème, c'est que vous avez un jeune
d'origine, voilà, issu de l'immigration, qui a été tué par la police alors qu'il était en train d'effectuer un braquage et qui a eu la mauvaise idée peut-être à un moment donné de vouloir croire qu'il pouvait s'en sortir devant les flics apparemment en tenant en joue la police, etc. Bon, je veux dire, dans ces cas-là, il n'y a pas tortiller du cul pour chier droit. La police, elle a ses instructions, elle a ses procédures, elle a ses protocoles. Si un individu ne se soumet pas aux ordres donnés pour une interpellation, s'il devient dangereux ou s'il menace éventuellement d'un objet, je dis bien un objet, hein, pas forcément une arme, mais un objet, je veux dire, la police, elle ne va pas à un moment donné dire « Attendez, nous voulons vérifier ce que vous avez dans la main avant de tirer ». Non, il y a un moment donné, c'est un peu comme aux États-Unis, c'est un peu le problème d'ailleurs, mais quand quelqu'un devient menaçant, potentiellement menaçant, on ne cherche pas, on ne pose pas de questions, on tire. Alors on tire pour blesser, en général, mais malheureusement, vous savez, dans le feu de l'action, quand vous faites des entraînements dans des stands de tir et quand vous êtes dans l'action même, c'est exactement pareil dans l'armée avec les militaires. Les militaires, vous pouvez leur faire des entraînements comme vous voulez, même des trucs commando comme vous voulez. Le jour où il est en opération, vous avez une chance sur deux que tout d'un coup l'individu pète un plomb parce qu'il n'est pas préparé psychologiquement. Il est préparé physiquement, il est entraîné, il est discipliné, mais psychologiquement, quand tout d'un coup, dans son viseur, c'est un être humain qu'il a en joue, c'est pas comme quand on a une cible en carton, là il y a mort, là on va tuer une personne. Donc vous voyez, psychologiquement, ça peut jouer énormément. Eh bien, dans la police, c'est pareil. C'est d'autant plus pareil dans le sens où il y a la peur éventuellement de se prendre une bastos aussi, hein, donc on tire le premier. On ne cherche pas à comprendre, hein, on ne cherche pas à s'assurer, attention, est-ce que vous allez utiliser une arme à feu, est-ce que vous allez tirer sur nous, etc., pour savoir s'il faut tirer. Non. Enfin bref, situation où de toute façon, on soit clair, il y a ce qu'on appelle le risque du métier. Le risque du métier, c'est quoi? C'est un militaire. Quand il est militaire, il y a le risque du métier. Quand on est de la police, il y a le risque du métier. Et bien quand on est un cambrioleur, quand on est un voleur, quand on est un pickpocket, quand on est qui plus est même un criminel, on va dire, quand on commet un acte criminel avec violence, c'est le risque du métier qu'on risque de tomber sur des flics qui vont vous tirer dessus. Sauf que, comme c'est évidemment une personne issue des minorités, eh bien, on fait des marches blanches en accusant la police de l'avoir tué, etc. C'est-à-dire que tout l'aspect qui est, mais ce gamin, il a joué le con. Pourquoi il a joué le con? Parce que peut-être il y a eu un problème d'éducation, il y a eu un problème de suivi au niveau de la famille. Donc, mais toutes ces responsabilités-là sont complètement balayées. La seule chose qu'on doit retenir, c'est que ce gamin, il a fait un hold-up. S'il a fait un hold-up, c'est parce que il est issu de milieux défavorisés, c'est pas de sa faute, c'est la condition sociale qui fait que. Donc, mais la police, elle aurait dû jamais lui tirer dessus. Voilà ce qu'on est en train de nous expliquer. Mais non, ça marche pas comme ça. Mais le problème, c'est qu'on veut nous expliquer les choses de cette façon-là. Et on en est arrivé, même sur le plan judiciaire, à un moment donné, d'avoir des jugements différents, suivant si vous êtes blanc, ou sinon si vous êtes issu de minorités, ou issu de l'immigration. Aujourd'hui, on le voit bien, le traitement judiciaire, le traitement médiatique n'est absolument pas le même si vous êtes blanc que si vous êtes arabe, si vous êtes noir africain, ou chinois, ou allez, on va dire turc aussi, ou des pays de l'Est, parce qu'il ne faut pas... Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des communautés qui sont déjà soumises à des problèmes intrinsèques à leur culture, intrinsèques à leur mode de fonctionnement dans un pays occidental, qui plus est la République, et que malheureusement, nous n'avons pas les outils parce qu'il y a des intérêts clientélistes, électoraux, vis-à-vis d'un certain nombre de communautés. Donc on a tassé les choses, on a laissé faire depuis 40 ans, et le résultat aujourd'hui, il est là. C'est qu'aujourd'hui, on a des gens sur Internet qui croient avoir le bon Dieu sans confession pour se permettre d'insulter, pour se permettre de manquer de respect à des gens. Sans même comprendre, sans même savoir si ce qui a été publié, ce qui a été présenté, ce qui a été dit, n'est pas le reflet justement d'une critique.
d'une critique par rapport à justement ce qu'on essaie de nous vendre en disant oui, mais ne regardez pas de ce côté-là, regardez de ce côté-là. Moi-même sur mon blog, il y a un gars qui a carrément balancé que dans ce blog c'était de la fachosphère. Je lui ai demandé d'expliquer ce que c'était que la fachosphère. Et ben, je vous le donne en mille, il a été incapable de m'expliquer. Pour lui, voilà, c'est tout à fait, ça rejoint un petit peu la gamine qui avait été interviewée en disant « Ah oui, mais moi les fascistes, moi je veux pas de facho, etc. » Et qu'à un moment donné, on lui demande d'expliquer « Mais pour vous, c'est qui un facho? C'est quoi un facho ?» Et là, elle est incapable d'expliquer, elle est incapable de donner une définition ou de donner des contours du comportement ou de l'idéologie de ce qu'elle attribue à des fascistes. Et bien ce mec-là, c'est pareil. C'est à un moment, je lui ai répondu un truc où à mon avis, il a été incapable à un moment donné de rétorquer ou de rebalancer quelque chose sur ce que je lui ai expliqué, tout en sachant que je l'avais un petit peu coincé parce que je lui ai expliqué justement en disant mais j'attends justement votre réponse, certainement adoubant un certain nombre de termes vulgaires, agressifs, ou d'ailleurs je l'invitais à faire très attention de ne pas faire de répétition dans ses insultes parce que au bout d'un moment ça devient lassant et ça peut aussi dénoter un niveau de culture très bas. Bon, il n'a pas répondu, donc je pense qu'à mon avis il est parti la queue entre les jambes. Donc, mais voilà, on ne peut que confronter aujourd'hui les gens sur la capacité de réflexion. Rentrer dans les jeux brutaux, vulgaires, d'insultes, etc., c'est pas forcément très bon. Il faut essayer de tout prendre à contre-pied. Et généralement, les gens qu'on prend à contre-pied sont des gens qui vont finir par s'énerver tout seuls et qui vont balancer des commentaires, qui vont balancer des insultes, qui vont être justement le reflet de leur incapacité à un moment donné à définir, à expliquer et à structurer leur argumentation. C'est exactement ce qu'on voit à la télévision. À la télévision, quand vous avez quelqu'un comme Zemmour qui commence à balancer ses arguments et qu'en face, quelqu'un qui ne veut pas le laisser développer ses arguments lui coupe la parole ou commence à lui lancer un pic de telle manière à essayer de le provoquer pour qu'il monte lui-même au créneau, etc. C'est pas que le cas de Zemmour, hein, c'est le cas d'un certain nombre d'intervenants à la télévision. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez certaines personnalités qui ont bien compris que ça ne sert plus à rien d'aller dans les médias. On a récemment l'exemple de cette interview d'Apolline de Malherbe sur Juan Branco. Alors, Juan Branco, il est ce qu'il est. Hein, dans le blog, j'ai déjà expliqué que ce monsieur balance beaucoup de choses, mais que, à mon avis, c'est certainement un acteur qu'on ne soupçonne pas d'être ce qu'il est, mais qui un jour on va s'en rendre compte de ce qu'il est réellement. Mais la façon, sans vouloir défendre réellement Juan Branco, mais la façon dont Apolline de Malherbe s'est attaquée, a fait son interview, de façon biaisée, de façon clairement, comment dire, de parti pris, enfin non. Alors évidemment, il a saisi le CSA, sur Internet il y a beaucoup de gens qui ont réagi à cette interview très malmenée, mais qu'est-ce que ça va mener? Rien. Apolline de Malherbe va continuer à faire ses interviews suivant les individus qu'elle a en face d'elle et en méprisant, en ayant du mépris pour des gens pour lesquels ils ont le droit d'être là et ils ont le droit d'exprimer, de répondre à des questions clairement. Sauf qu'à un moment donné, lorsqu'ils répondent aux questions, et c'est pour ça d'ailleurs que Onfray va, de toute façon, Michel Onfray, hein, le philosophe, va certainement à un moment donné se faire accuser d'être nationaliste, souverainiste, etc. Parce que comme c'est un philosophe et qu'il a une immense culture, eh bien il répond du tac au tac. Il répond du tac au tac et on voit toutes les interviews qu'il fait. Quand vous avez des journalistes qui essaient de se le farcir, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que Onfray balance des informations. Alors les journalistes souvent disent donc vous confirmez les propos de certains complotistes, etc. Et là, tac, il répond non, c'est pas une question de complotisme, c'est une question de réalité. La réalité, elle est là, il faut voir sur le terrain. Faut arrêter de juger le monde en restant dans des bureaux parisiens, dans des rédactions parisiennes, etc. Et d'envoyer des petits jeunes journalistes qui n'ont aucune expérience et qui en fait ne font que répéter ce qu'on leur demande de dire. C'est pas ça le journalisme.
le journalisme aujourd'hui des médias mainstream ont montré leur vrai visage à la majorité des gens, et la majorité des gens aujourd'hui désertent ces éléments. Et d'ailleurs, on a une petite information qui est tombée très récemment, qui est que Ruquier finalement arrête la fameuse émission On n'est pas couché, qui de toute façon était déjà en perdition depuis 2-3 ans du fait qu'on était en face de quelque chose qui n'était plus une émission objective, qui était forcément une émission de parti pris. Et de ce fait, je pense qu'il est temps aujourd'hui que chacun d'entre nous prennent nos responsabilités par rapport à la réalité du monde et savoir s'informer, savoir se cultiver pour justement ne pas tomber dans ces pièges de l'idée préconçue et d'avoir du répondant, on va dire, face à des gens qui de temps en temps essaient de vous agresser, essaient de vous accuser de ceci ou de cela, parce que c'est trop facile. Généralement, ils le font avec beaucoup de provocation parce que ce sont des gens qui sont totalement irrévérencieux et irrespectueux et manquant totalement d'éducation. Donc déjà, ces gens-là montrent leur vrai visage, en règle générale, et sont finalement très inintéressants et de toute façon paieront le prix de leur gouardise tôt ou tard. Mais comme il est aussi très intéressant aussi, il m'est arrivé sur Twitter de tomber sur des gens qui avaient de la contradiction, qui étaient très cohérents dans leur façon d'expliquer les choses, mais qui expliquaient les choses évidemment de leur point de vue. J'ai eu une fois un débat très intéressant avec un musulman, qui était un musulman pratiquant, et donc qui défendait évidemment sa perception de la société par rapport aux idées, par rapport aux conceptions que l'islam inculque à son fidèle, et donc je comprenais tout à fait son raisonnement, et lui-même comprenait ma façon de penser, puisque pour lui j'étais un athée, et à un moment même je lui ai dit que je lui disais, mais pour vous je suis finalement un mécréant, donc il est évident que sur certains sujets on n'aura pas les mêmes points de vue, mais mon argumentaire, lui, se repose sur le fait que vous êtes en France, qu'en France c'est un pays avec son histoire, c'est un pays laïque, etc., et que finalement vous voulez plus ou moins transformer ce pays à votre image. Alors, admettez que c'est peut-être parce que justement l'islam, dans un certain nombre de versets, donne, je dirais, comme voie aux fidèles, c'est-à-dire de répandre l'islam. Donc à partir de là, on l'assume, mais à partir du moment où si on assume cette idée de répandre l'islam quand on est dans un pays étranger, eh bien assumons le fait qu'à un moment donné, il va y avoir un combat, qu'il va y avoir une guerre, qu'il va y avoir une bataille, parce qu'en face, il est évident que si les musulmans, au bout d'un moment, réussissent à assumer cette idée qu'ils sont là pour islamiser le pays, et ben forcément, les autres en face, ils ne vont pas se laisser faire. Et donc ça va finir très très mal, ça va finir en guerre civilisationnelle. De toute façon, pas uniquement en France, je pense en Europe en général, c'est bien parti pour ça. Sauf que, même au sein de l'islam, il y a des conflits d'intérêts, puisqu'on le sait, aujourd'hui, entre les saoudiens salafistes et les Turcs, je me suis un petit peu cultivé sur l'islam turc, c'est hyper compliqué, parce que vu que la Turquie est quand même un pays qui est un conglomérat d'un nombre incalculable de tribus, d'ethnies, etc., liées évidemment à l'islam. Donc à partir de là, on comprend un petit peu la complexité de la chose. Mais bon, je ne vais pas m'étendre sur la question parce que sinon la vidéo va faire 2 heures. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour remettre un petit peu les pendules à l'heure sur ce qui doit être, sur le fait qu'il n'y a pas de vérité absolue, que la vérité, elle dépend toujours de notre propre perception, de la façon dont nous voyons le monde, de la façon dont nous avons été éduqués, que ce soit dans la laïcité, que ce soit dans la religion, que ce soit dans les préceptes culturels de pays occidentaux ou dans la culture plus ou moins du pays dont nos descendants viennent, quoique ça reste encore à démontrer parce que vous avez énormément aujourd'hui de jeunes maghrébins qui veulent vraiment adopter, qui n'abandonnent pas leurs origines, mais qui veulent vivre
qui aspirent à vivre dans une France qui leur permet d'accéder justement à toutes ces libertés que nous autres, nous avons, mais qui malheureusement aujourd'hui sont de plus en plus confrontés à leurs congénères qui, eux, sont plus dans la tradition, dans la religion, et que forcément, il y a des moments où ça colle plus. Et ça devient dangereux, surtout quand ça commence à se propager aussi dans l'espace public, comme dans des écoles. Je veux dire, quand une gamine qui a plus un comportement occidental qu'un comportement de femme musulmane, se fait insulter et quasiment mis de côté par un ensemble de gamins, de gamines qui se prétendent musulmans et que l'autorité même de l'établissement ne fait rien, c'est là que ça devient inquiétant. Ça devient que là, oui, on parle d'islamisation. C'est de l'islamisation. C'est à partir du moment où quand des gens imposent aux autres leur façon de voir la culture islamique dans de l'espace public de la République, là, non. Mais comme je vous dis, on est émasculé. On est émasculé parce que, regardez, même Macron aujourd'hui, même Macron va chercher l'électorat musulman. Il est en train de le caresser dans le sens du poil pour les municipales. Et vous avez même une maire, je crois, qui a reçu un soutien d'une association musulmane, mais qui est financée par les frères musulmans. On a même l'affaire actuellement Lagarde, qui est en train de remonter un petit peu à la surface. Donc, tous ces politiciens, en fait, parce qu'ils veulent réussir à se faire élire pour leur ambition personnelle, ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se vendre au diable. Excusez-moi l'expression, j'ai dit vendre au diable, mais vendre au diable dans un esprit politique. Hein. Je ne parle pas que les musulmans, c'est l'islam et les musulmans sont les diables. Non, c'est le comportement, si vous voulez, du politicien qui se vend à tout ce qui est le contraire des concepts et des préceptes de la République, pour son ambition personnelle de se faire réélire. Donc à partir de là, voilà, on est dans une déliquescence. Et pour terminer, j'ai vu récemment, si vous ne la connaissez pas, je vous invite sur YouTube à aller voir ses vidéos, parce qu'elle a une façon d'analyser les choses qui est très intéressante, qui est Tatiana Ventose. Et Tatiana Ventose a fait une vidéo récemment où tout d'un coup elle expliquait qu'elle était paumée. Elle était paumée, elle ne comprenait plus comment est-ce que c'est possible qu'on en arrive à de tels extrêmes, que ce soit l'affaire Griveaux, que ce soit les rapprochements communautaristes de certains politiques pour essayer de se faire élire au municipal, que ce soit les comportements de certains politiques qui en arrivent à agresser ou à insulter l'autre parce que l'autre n'a pas les mêmes idées que lui, ou parce que l'autre balance des informations, ou des informations qui remettent en question l'intégrité de ce à quoi l'autre appartient, etc. Enfin bref. C'est une gamine qui a quand même pourtant la tête sur les épaules, et rien que de la voir, elle, se rendre compte tout d'un coup que là, elle se rend compte que ça part en vrille de partout, et que c'est pas bon. C'est pas bon parce que en effet, c'est souvent le signe que tout le système est en train de se fissurer de partout, et qu'on va droit dans le mur. On va droit dans le mur à tous les niveaux, sur le plan politique, économique, social, etc. Alors, en plus, le coronavirus qui laisse encore suspendre l'idée qu'il puisse y avoir une possibilité de pandémie, même si pour l'instant les chiffres ne corroborent pas véritablement une possibilité de pandémie, même si ça reste que des chiffres, parce que malheureusement les chiffres sont des chiffres officiels de gens déclarés dans les hôpitaux, mais ne comprennent pas les gens qui eux restent chez eux, qui croient qu'ils ont chopé qu'une grippe ou un rhume, mais qui en final ont peut-être attrapé le virus, et de ce fait sont contaminants. Donc voilà, il y a un cumul de choses. C'est pareil ici aux États-Unis avec les démocrates, ça fait le 3e État qu'on passe sur le caucus. C'est Bernie Sanders qui est en train de prendre la tête du peloton, et ça ne plaît absolument pas du tout aux ténors démocrates qui n'aiment pas Bernie Sanders. Donc d'ici là, quelques mois, qu'on essaie de le casser. J'ai même fait une petit trait d'humour noir en disant que les bases de la DNC c'est Democrat National Convention, souhaiterait qu'il fasse une crise cardiaque en pleine campagne de primaire. C'est de la plaisanterie, hein, attention, mais avec un sous-entendu que c'est, à mon avis, ce que beaucoup de démocrates très
très anti-Bernie Sanders, très anti-socialiste, hein, pour reprendre le mot très tabou ici aux États-Unis, souhaiterait. Et c'est là d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'Américains aujourd'hui qui sont vraiment anti-Trump, qui sont contre Trump, sont en train de se rendre compte que finalement, peut-être qu'on est en train de donner des armes à Trump pour se faire réélire. Et là, je peux vous dire que ça commence à chier un petit peu dans son froc. Voilà, c'est une petite aparté de ce qui se passe ici aux États-Unis. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair dans ma vidéo pour essayer de vous faire comprendre aujourd'hui les choses, parce que ça va être très important dans ce qui va arriver dans l'avenir pour la perception et la compréhension de ce que certaines personnes, de ce que certaines entités idéologiques vont vouloir essayer d'imposer. Imposer à vous, si vous considérez qu'il n'est pas normal qu'un certain genre d'individu, qu'un certain type d'individu se permette de faire ceci ou cela, quel que soit s'ils appartiennent à des communautés ou des minorités, peu importe. Mais on va porter l'accent sur ça. Hein, c'est-à-dire que si un homme tue 10 personnes dans la rue à coups de couteau, vous avez la légitimité de dire mais c'est qui cet individu? On va vous dire ah, c'est un déséquilibré. Ah oui, mais c'est un déséquilibré qui a quand même dit Allahu Akbar quand il a tué les autres personnes. Donc là vous êtes en droit, en légitimité de poser la question, en disant oui, mais attendez, c'est quand même pas le premier, ça sera pas le dernier, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Où est le problème? Le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, on a en France des gens qui, au nom de l'islam, sont capables de tuer d'autres gens. Voilà, c'est la question. Sauf que vous avez d'autres gens qui, eux, vont dire « Ah oui, mais pas d'amalgame. Surtout pas faire d'amalgame. Hein, c'est pas un mec qui a tué 10 personnes sur les millions de Français. C'est rien. Non, c'est pas rien. C'est pas le premier, et ça sera pas le dernier. Donc, il y a un moment donné, on ne peut pas laisser des gens continuer... surtout d'autant plus qu'à chaque fois, on entend toujours dire « Ah oui, mais finalement, l'individu était connu des services de police. Ah oui, mais il avait déjà eu affaire à la justice. Ah oui, mais il était déjà de sacrée réputation, etc. » Donc voilà. C'est une réflexion que j'espère que vous allez avoir. Et puis nous, j'espère on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Excusez du peu les hurlements du toutou qui est tout seul. Allez, c'est du sévère, hein. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.